Yes. Voilà, bienvenue à notre traditionnel live du mercredi midi où on décode l'actualité avec chaque fois un de nos membres ou une de nos membres qui vient nous rejoindre. Aujourd'hui, on accueille Benjamin Botson. Salut, bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe. Salut Benjamin, je ne sais pas si je dois encore vous présenter Benjamin. Benjamin est conseiller communal à Liège, mais pas uniquement puisque il est aussi candidat sur la liste régionale, si je me trompe pas. Exact, premier suppléant sur la liste régionale à Liège. Ça c'est pour ses activités politiques, mais comme on aime bien au CDH, on trouve que la politique ne doit pas être un métier, mais plutôt un engagement à côté d'un vrai métier. Et donc toi, ton métier, c'est quoi, Benjamin? Et mon job à temps plein, c'est bosser en droit européen à l'UCL, donc à Louvain-la-Neuve, et aussi à l'Institut Egmont auprès du ministère des Affaires étrangères. Voilà, et donc, en 2 mots, et donc Benjamin est un des fins connaisseurs du CDH du Brexit, et donc on en parlera dans un second temps. Ouais, c'est chaud pour le moment. Peut-être que, donc simplement vous rappeler que vous n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour poser des questions. C'est là aussi pour ça, nous on prépare certains sujets, mais on est aussi très à l'écoute de vos questions et de vos commentaires. Premier sujet qu'on a préparé, ou en tout cas qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question de l'enseignement, du pacte d'excellence. On entend beaucoup de fausses informations aujourd'hui dans les médias, et donc il est grand temps maintenant pour ce pacte d'excellence de mettre les choses au clair, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il faut bien se rendre compte de l'idée de base du pacte d'excellence. C'était devant le constat que notre enseignement avait besoin d'être réformé, il fallait prendre le chantier à bras-le-corps. Et réformer l'enseignement en communauté française, c'est une ambition qui était énorme. Donc évidemment, ça allait provoquer des réactions un peu dans tous les sens, mais il faut bien se rendre compte qu'on va vers un mieux. On va vers un mieux aussi bien dans l'enseignement maternel que l'enseignement primaire, que l'enseignement secondaire, partout en communauté française. On n'avait jamais eu en communauté française cette ambition de réformer profondément l'école pour faire face aux enjeux du XXIe siècle. Donc on doit quand même tout à fait reconnaître cette ambition et aussi reconnaître les politiques qui ont porté cette ambition. C'était d'abord Joël Milquet et puis Marie-Martine Schintz, entourés maintenant d'une vraie unanimité aussi au Parlement derrière cette ambition. On peut discuter des détails, on peut aller plus dans un sens ou dans l'autre, mais derrière le fait qu'il fallait un pacte d'excellence qui réforme en profondeur l'école, tout le monde aujourd'hui est enfin d'accord sur ce sujet-là. Alors, les questions, qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'aujourd'hui, on entend de tout par rapport à ce pacte d'excellence. Moi, je vous invite d'abord à vraiment aller sur le site du pacte d'excellence pour vraiment vous renseigner sur le sujet. Et puis surtout, de ne pas faire attention aux fake news, mais d'aller derrière les fake news, voir ce qui se cache et voir les vraies réformes qui se cachent. On entend notamment toute une série de choses, par exemple, que le pacte d'excellence serait la fin du redoublement, qu'on ne pourrait plus doubler en communauté française. Alors ça, c'est évidemment complètement débile comme affirmation. Ce qu'il faut savoir, un chiffre très intéressant, c'est qu'en Flandre, il y a 1 élève sur 15 qui est en situation de redoublement. En communauté française, c'est 1 élève sur 2. Donc vous imaginez la différence énorme, alors que aujourd'hui les gens nous disent oui, mais en évitant de redoubler, on va niveler par le bas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'enseignement néerlandophone est tellement plus nivelé par le bas que l'enseignement francophone. Donc c'est une fausse idée. On veut aller vers la fin du redoublement, pas parce qu'on est contre le redoublement, parce qu'on va essayer de faire en sorte que nos élèves puissent réussir et puissent être en capacité d'acquérir toutes les compétences et tous les savoirs nécessaires. Donc le but n'est pas d'éliminer le redoublement, le but c'est de tendre vers un redoublement zéro, mais c'est pas la même chose. Exact. Prenez par exemple le redoublement après la première secondaire. À l'heure actuelle, il n'est pas possible. Or, justement, le pacte d'excellence va rendre possible le redoublement en première secondaire si l'équipe éducative considère qu'il faut que l'élève redouble. C'est un exemple. Ah oui, alors on me dit que je me suis trompé, c'est pas 1 élève sur 15, c'est 1 élève sur 4 de moins de 15 ans en France, et en communauté française, c'est 1 élève sur 2. Donc c'est 2 fois plus, 15 fois plus ça aurait été un peu beaucoup. Donc voilà, désolé pour la petite erreur. Donc je répète, c'est pas parce que en communauté française, il y a 1 élève sur 2 qui redouble, et en communauté néerlandophone, en communauté flamande, 1 élève sur 4, qu'on a un nivellement vers le bas de l'enseignement néerlandophone. Donc c'est pas le redoublement qui fait évidemment le niveau de l'enseignement. Prenons un autre exemple, le tronc commun. L'idée même d'avoir un tronc commun jusqu'à 15 ans, c'est justement une promotion d'une certaine égalité entre tous les élèves.
Parce que si, selon votre bagage, selon votre environnement familial, vous suivez un certain nombre de cours et un autre qui n'aura pas cette chance-là suit d'autres cours, directement il est lancé dans la vie avec une inégalité. Le fait d'avoir une égalité de traitement, entre guillemets, d'avoir le même tronc commun jusqu'à 15 ans, permet de lancer tous les Belges, tous les résidents en Belgique qui étudient en Belgique, qui sont élèves en Belgique, en communauté française, avec un même bagage et un bagage aussi réformé. Aujourd'hui, c'est peut-être plus l'apprentissage de certaines matières qu'on apprenait encore volontiers au XXe siècle, mais ici, l'idée d'avoir le développement d'un certain nombre de compétences pour appréhender les choix à faire en tant que citoyen en communauté française. L'idée, c'est qu'à 15 ans, tous les élèves aient un minimum de capacité, de savoir, de compétences pour faire un choix éclairé sur leur avenir. Et ensuite, ils pourront choisir de continuer en général, d'aller vers le technique ou le professionnel. Et donc, ce tronc commun, tous les experts, aujourd'hui, il y avait encore un article dans l'Écho, je pense, aujourd'hui ou hier, sur un expert de l'OCDE qui disait que, évidemment, le tronc commun allait aider à niveler l'enseignement vers le haut. Donc c'est vraiment important de continuer là-dessus. Alors, le refinancement aussi, il faut se rendre compte que l'enseignement a besoin aussi d'être financé. 250 millions d'euros par an est prévu par le pacte d'excellence pour augmenter le financement du pacte. Et ça pourrait encore augmenter même. Même de 50 millions d'euros si on se rend compte justement que le redoublement diminue. Parce qu'évidemment, le redoublement coûte extrêmement cher à l'enseignement. Et donc ça, c'est aussi un objectif, c'est de diminuer ce redoublement pour permettre de dégager des moyens supplémentaires. Alors, on a aussi beaucoup entendu de fausses informations sur le CEB, en disant qu'on n'a plus besoin du CEB pour passer en secondaire, ce qui est évidemment tout à fait erroné comme information. En fait, les personnes, donc déjà, les personnes qui ratent le CEB pourront passer en effet en premier secondaire, mais avec un accompagnement personnalisé et devront ensuite passer leur CEB en fin de première secondaire. Et donc, s'ils ratent leur CEB en fin de première secondaire, ils restent en première secondaire. Contrairement à aujourd'hui, où quelqu'un qui rate le CEB peut passer en première, mais dans l'enseignement dans des classes différenciées. C'est ça. Et la réussite de la première secondaire sera une condition à l'obtention, au final, du CEB. Alors qu'aujourd'hui, justement, il est déjà possible de passer en première secondaire sans avoir obtenu le CEB. Et du coup, ce qu'on présente ici dans certaines gazettes pour dire « Ah là là, on va supprimer le CEB », maintenant, justement, on vient améliorer une situation qui permet un passage sans CEB. Et ici, on vient plutôt le cadenasser en mettant un certain nombre de balises, dont cette réussite en première secondaire pour obtenir le CEB. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, vous êtes un peu plus convaincus, que vous êtes convaincus du pacte d'excellence, ou en tout cas de la dynamique qui est en route, des principales mesures qu'on vous a présentées. Et je vous invite vraiment à vous renseigner plus loin que simplement les bruits de couloir ou ce que vous lisez des expressions de certains politiciens qui franchement déconstruisent ce pacte et desservent en fait ce derrière quoi on doit tous être, c'est-à-dire améliorer la qualité de notre enseignement. Allez voir le site et vous verrez également qu'il y a derrière cette ambition-là du pacte d'excellence, il y a aussi l'ambition de revaloriser un certain nombre de filières. C'est quand même terrible qu'en Belgique, on est, et vous l'avez sûrement vécu comme toi sûrement et moi aussi, quand on était en secondaire, selon qu'on faisait l'enseignement en général ou alors qu'on allait en technique de qualification, on était bien vu ou mal vu. Et ça, c'est totalement aberrant dans une société qui se veut égalitaire et qui veut promouvoir les talents et le travail de chacun, peu importe ce qu'il fasse. C'est quelque chose que dans des pays comme, je parle par exemple, mon épouse est autrichienne, en Autriche, selon qu'on prenne une vision ou une autre, une voie plutôt qu'une autre, on est tout autant valorisé. Ici justement, le pacte d'excellence vise à faire en sorte qu'on puisse offrir à chacune et à chacun la formation pour laquelle ou pour lequel il se sent le mieux. Ça aussi, c'est derrière le pacte d'excellence. Voilà, alors je sais que c'est un sujet complexe avec énormément de variables. On est ambitieux comme ça. Voilà, c'est pour ça aussi que ça a duré, que ça dure depuis des années, la concertation, la réflexion autour de ce programme. Mais je vous invite, je vous invite vraiment à vous renseigner plus en avant parce qu'il s'agit de notre avenir et donc c'est quand même vachement important. Alors on a Nicolas Bonomi qui me demande si on est des hologrammes et il pensait que la jeunesse catholique avait disparu. Alors oui, en effet, on n'est pas une jeunesse catholique, on est les jeunes CDH. Effectivement. Et on n'est pas en hologramme, je peux vous dire que c'est du dur ici. Et désolé Nicolas, je suis athée, donc je ne suis pas de la jeunesse catholique, bien que je la respecte. C'est peut-être ma différence en tant que membre des jeunes CDH, c'est que peu importe la religion que les personnes ont, les personnes doivent pouvoir exercer leur religion comme elles l'entendent, tant qu'évidemment elles n'imposent pas aux autres de le faire.
Donc désolé, ça c'est un vieux cliché qu'il faut, il faut faire sans maintenant. Il est temps d'un peu bouger et de rentrer dans le 21e siècle. Alors, il y a Edwin qui comprend encore moins. Mais Edwin, il faut, alors on va parler plus longtemps que dans le live alors. Hein. Il faut qu'on ait... Edwin, si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous envoyer. Ouais, posez les questions, on peut vous répondre par écrit. Mais alors, si on est si peu clair, on demandera à quelqu'un de plus clair d'y répondre. Ça c'est fort possible. On reprendra le sujet la semaine prochaine. Ouais, exact. Deuxième sujet qui nous tenait à cœur, c'est la question des particules fines. On a été pas mal raillé sur Twitter par des internautes qui nous disaient qu'est-ce que le CDH a fait en environnement à Bruxelles. Regardez, les particules fines en début de semaine ont atteint des pics assez dangereux. Alors, bon, tout à fait d'accord sur le constat. Il faut évidemment essayer d'avoir une qualité de l'air correcte en ville. Le souci aujourd'hui, c'est notre position, c'est qu'évidemment on doit faire des avancées, mais il faut faire attention aussi aux effets pervers. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, on a mis en place la zone LES. Ça, c'est une action de la ministre Frémaux, de Céline Frémaux, qui a vraiment dit que Bruxelles devait devenir un low emission zone, avec toute une série de mesures, notamment l'interdiction de certains véhicules très polluants dans le centre-ville. Et force est de constater qu'on avance, puisque depuis le 1er janvier 2019, il y a déjà certains véhicules qui sont interdits de circulation en ville, et ça va continuer avec des normes de plus en plus strictes dans les années à venir. Donc c'est déjà un énorme pas en avant. La seule chose, c'est que, évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain interdire tous les véhicules dans le centre-ville ou tous les diesels. Ça serait beaucoup trop fort et en fait beaucoup trop négatif au niveau social, avec un impact social très négatif sur des populations qui parfois n'ont pas les moyens de changer de voiture du jour au lendemain comme ça. Donc c'est peut-être une différence d'approche qu'on a au niveau de l'écologie. Nous, on pense qu'on doit évidemment réglementer petit à petit les comportements qui sont problématiques au niveau environnemental, mais il faut le faire pas à pas et en n'oubliant personne. Aujourd'hui, si vous, du jour au lendemain, vous interdisez tous les diesels, vous allez mettre un coup de poignard dans le dos de beaucoup de travailleurs, de beaucoup de personnes âgées, de beaucoup de familles nombreuses qui aujourd'hui n'ont pas encore le choix, n'ont pas les moyens de changer de voiture du jour au lendemain. Donc il y a bien deux questions. Il y a cette idée qu'il faut aussi accompagner ce changement auprès de personnes qui n'ont pas les moyens de faire ce changement, et surtout aussi améliorer du coup les transports en commun. Que si on réduit le nombre de voitures, alors on doit avoir des transports en commun efficaces. Bon, moi je ne me prononce pas sur le cas bruxellois, je peux parler en Wallonie. Hein. Là je viens de prendre un train pour lequel j'ai dû changer 2 fois de train pour avoir un train correct venu du Luxembourg, sans compter sur le fait qu'évidemment la zone blanche est tellement énorme qu'on n'a aucune connexion pour bosser dans ce train. Là, de nouveau, c'est aussi des dossiers concrets qui peuvent aussi améliorer après et nous permettre justement de réduire le nombre de voitures par ailleurs. Liège aussi, pour parler de ma ville, est concerné par cette élévation des particules fines, qu'on a connue ici ces derniers jours-ci. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas chimiste, mais c'était bien une alliance entre d'une part des particules qui étaient essentiellement dues au trafic, mais également à l'agriculture. Là aussi, la réflexion de la transition agricole. Et vous verrez que le CDH a un chapitre dédié à la transition agricole en communauté française. Je vous invite à aller lire. Et ça pourrait aussi faire l'objet d'un autre live. Voilà pour la question de la lèse et des particules fines. En tout cas, moi, j'incite tout le monde, surtout avec le beau temps qui revient, à prendre son vélo en centre-ville. Son vélo ou son vélo électrique ou les trottinettes pour vraiment qu'on participe tous au changement de mobilité qui est bien nécessaire. Alors, est-ce qu'on va parler un moment du Brexit quand même Oui, je peux faire un petit topo rapide du Brexit. Bon, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour le Brexit, un jour important. Pourquoi ? Parce que ce soir, il y a un sommet européen spécial où Theresa May va venir présenter aux 27 autres chefs d'État ou de gouvernement européens sa demande, officiellement, sa demande de prolonger le délai de sortie. Vous savez que à l'heure actuelle, pour le moment, juridiquement en tout cas, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne vendredi soir, en tout cas pour nous, samedi à minuit. Évidemment, le Royaume-Uni n'est pas prêt à partir et donc Theresa May demande à ce que ce délai-là soit prolongé. Mais si on prolonge ce délai-là, on va prolonger le délai au-delà des élections européennes. Donc si on les prolonge au-delà des élections européennes, il va falloir que le Royaume-Uni participe aux élections européennes. C'est un des soucis. Deuxième souci, pour les Européens, maintenant qu'ils sont bien faits à l'idée que le Royaume-Uni allait partir, c'est que si le Royaume-Uni continue à rester dans l'Union européenne, il ne faut pas qu'il utilise ses droits en tant qu'État membre pour nuire à l'évolution, à un certain nombre de dossiers
qui sont pour le moment sur la table des leaders européens. Par exemple, la question du budget européen. Ce qu'on constate, c'est que le Royaume-Uni utilise son pouvoir en tant qu'État membre pour essayer d'influencer sur ces dossiers-là, pour essayer d'avoir un plus grand pouvoir de négociation dans la négociation sur son retrait de l'Union européenne. Évidemment, c'est assez malsain comme pratique, et les Européens disent aux Britanniques, alors écoutez, si vous voulez qu'on accepte votre demande de prolonger le délai, alors il faut arrêter vos histoires de pression dans d'autres domaines. Ce sont deux des questions qui vont être discutées ce soir. C'est bon. On se dit que depuis que Theresa May a rencontré Macron hier soir et Merkel, et que Charles Michel organise aujourd'hui, c'est l'initiative de la Belgique, une réunion avec plusieurs autres chefs de gouvernement, pas de chef d'État en l'occurrence, Emmanuel Macron je pense est invité, pour avoir une position commune. Il y aura un accord pour un prolongement du délai avant la sortie. Ce ne sera sûrement pas le 30 juin comme Theresa May le demande, mais Theresa May se rend bien compte elle-même que le 30 juin c'est pas suffisant et qu'elle demande le 30 juin pour se rassurer au niveau politique national et qu'on ne vienne pas lui dire « Ah, vous voulez reporter le Brexit ad vitam aeternam ». Ce sera plutôt un modèle comme ce que Donald Tusk propose, quelque chose comme un an, voire moins si le Royaume-Uni arrive à trouver une solution avant. Ça amène quand même pas mal d'incertitudes pour les citoyens, que ce soit les citoyens européens au Royaume-Uni que les citoyens britanniques dans l'Union européenne. Moi j'ai pas mal d'étudiants qui m'envoient des messages pour me demander je passe un week-end à Londres, est-ce que je peux y aller avec ma carte d'identité, est-ce que le Royaume-Uni va partir ou pas. Même si le Royaume-Uni part vendredi soir et que vous allez à Londres samedi matin, rassurez-vous, vous pourriez y aller avec votre carte d'identité, sauf que selon que vous prenez l'Eurostar, le bateau ou autre, prenez quand même un petit peu de marge en termes de temps pour ne pas avoir de mauvaises surprises en termes de fil, parce que ça risque quand même d'être le bordel si c'est le cas, mais comme je vous l'ai dit, a priori, il n'y aura pas de sortie ce week-end. Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait vraiment une marche arrière et que finalement le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne et qu'on... Tout à fait, c'est tout à fait possible. C'est ce qui aussi pose problème pour les Européens d'ailleurs, c'est que le Royaume-Uni pourrait dire je veux une extension, continuer l'incertitude pendant X mois, et puis le Royaume-Uni dirait oh, finalement je ne pars pas. Et le fait qu'ils disent je ne pars pas et qui après redemanderait le cas échéant de repartir, ça relance le processus de l'article 50 des 2 ans. Ça de nouveau serait un nouveau pied de nez aux Européens, mais Theresa May ou sa successeur ou son successeur n'aurait pas intérêt à le faire en termes de crédibilité. Pour le moment, la crédibilité du Royaume-Uni est à 0. Si le Royaume-Uni fait marche arrière, ce serait pas très bon. Mais bon, qui sait, s'il y a un nouveau référendum qui dit que le Royaume-Uni doit rester, alors là tout le monde s'accorderait pour dire que le Royaume-Uni, alors tant mieux, faisons qu'il reste. Bon, très bien, si vous avez encore des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, puisqu'on a un pro ici, donc c'est le moment. Mais il y a un autre sujet dans l'actualité que je voulais aborder, c'est la question des colocations. Alors c'est un peu plus anecdotique par rapport à un sujet comme le Brexit. Mais c'est important, ouais. C'est important, surtout qu'on touche là vraiment une nouvelle manière de... Pardon ? Pas mal de Bruxellois, hein. Ouais, exactement. À Bruxelles, c'est quand même vachement répandu les colocations dans des grandes maisons bruxelloises où beaucoup de jeunes, après c'est pas que des jeunes justement, c'est en train de changer, mais vivent ensemble. Le droit aujourd'hui est un peu ambigu et aujourd'hui souvent les colocataires sont considérés comme des cohabitants s'ils se domicilient tous dans le même lieu, et donc ça a des impacts très forts sur certaines allocations, certains remboursements, etc., sur leurs droits sociaux en fait. Et donc il y a une réforme qui est en cours pour permettre vraiment de prendre en compte la question de la colocation dans le droit et donc dans les droits sociaux des colocataires. Et je pense que c'est une bonne idée. Aujourd'hui, on se rend compte aussi, pour des raisons énergétiques et autres, que les grandes maisons où on vit seul dedans, c'est plus trop c'est aussi pour des raisons économiques évidemment, mais c'est plus trop dans l'air du temps. Et donc il faut promouvoir, je pense, d'une manière ou d'une autre, la manière de revivre en communauté aussi. La famille aussi change beaucoup de forme, et donc aujourd'hui c'est une bonne manière d'aborder le problème, je pense, d'intégrer la colocation dans le droit belge. La question aussi de l'intergénérationnel, puisqu'on a de plus en plus de seniors qui vivent avec des jeunes et autres, et donc je pense que ça c'est des bonnes manières d'aborder les défis de la société d'aujourd'hui.
Voilà, je sais pas s'il y a encore d'autres sujets que tu voulais aborder aujourd'hui. Non, je pense qu'on pourrait parler une fois. J'ai encore envie de me marrer de la remarque de Nicolas qui pense qu'on est des hologrammes. Ouais. C'est pas mal. Nicolas, je peux dire que tu me fais bien marrer. Ouais. Bon, parfait. Alors, si on a fait le tour du... Je sais pas, s'il y a d'autres sujets d'actualité. je regarde un peu, je regarde mes collègues, mais... Il y en a plein, c'est assez chaud comme Ouais. moment, mais s'il y a pas de, si on reçoit pas de questions sous le Sur le truc, sous le poste. On peut y aller. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à être là aussi mercredi prochain à partir de midi. Qui est-ce qu'on a mercredi prochain? Pardon? Et mercredi prochain, je reçois Lionel Piston, qui est le président de notre assemblée générale, qui Conseil communal à Colfontaine. Exactement, à Colfontaine, et qui a souvent un avis bien tranché sur les questions d'actualité. Donc à mon avis, ça va être intéressant d'être challengé par lui. Allez, bonne journée. À bientôt. Ciao.